Il y a dans les discussions, justement pour réussir à ramener la paix dans ce pays, un élément qui est fondamental du point de vue des Russes, ce sont les sanctions. Quand et comment ces sanctions pourraient être relevées? Je ne sais pas si vous avez vu cet article qui est très intéressant, publié sur le site de Bloomberg. Vladimir Poutine voudrait pouvoir utiliser les avoirs russes gelés par les États-Unis pour acheter des Boeing. Alors officiellement, il n'est pas question d'en faire directement un objet de négociation. En revanche, l'administration américaine a bien fait comprendre que sans arrêt de combat, c'était hors de question. Le problème, c'est que les Américains, ils ne parlent pas d'un cessez-le-feu. Ils ne parlent pas d'un cessez-le-feu. Ils parlent d'un cessez-le-feu et pas d'une paix signée, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. On est bien d'accord. Juste une chose, je vous donne un chiffre. Les Russes, ils ont 5 milliards de dollars d'actifs qui sont gelés sur le sol américain, 280 milliards partout dans le monde. Aller faire de l'échange de Boeing. Alors, et on rappelle que les Américains, ce qu'on le disait hier sur ce plateau, ils ont 200 Boeing sur les bras. Oui, je pense qu'il y a un double sujet là-dessus. Les avoirs gelés en Europe, on sait qu'on utilise les intérêts de ces avoirs gelés pour financer l'Ukraine. Oui. Mais que sur le plan légal, on ne veut pas utiliser les avoirs gelés pour ne pas mettre en péril la crédibilité des systèmes bancaires européens. Et là, on en revient à la négociation du pur deal commercial américain. On ne parle pas des avoirs gelés, des intérêts des avoirs gelés. On parle de débloquer les avoirs eux-mêmes. Et là, de quels outils M. Trump dispose pour faire céder les Russes? Eh bien, c'est la situation économique difficile dans laquelle ils sont aujourd'hui, qui peut être un levier. Et vous disiez, évidemment, nous, Européens, on dit qu'il faut un cessez-le-feu, mais avec une paix derrière. Mais il faut déjà avoir le cessez-le-feu. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a aucun accord. Mais si vous dites cessez-le-feu, si cessez-le-feu il y a, alors vous pourrez acheter nos Boeing avec votre argent qui est donc bloqué chez nous. On ouvre quand même un peu la boîte de Pandore. Non, mais vous avez raison. Les échanges commerciaux. Vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que les Américains doivent d'abord obtenir un cessez-le-feu avant d'arriver à la paix, mais ne pas relâcher la pression tant qu'il n'y a pas la paix. Parce que le cessez-le-feu, il est naturellement temporaire, peut s'évaporer, peut à tout moment éclater. Et je le répète, aujourd'hui, depuis le temps que les négociations ont commencé, il n'y a aucun accord. Ni sur la mer Noire, ni de cessez-le-feu de 30 jours. C'est quand même étonnant, cette négociation, dans laquelle il y avait un accord avec les Ukrainiens sur 30 jours de cessez-le-feu. Logiquement, on va vers les Russes et on obtient un accord. Ben non, on change complètement de portage et on parle de la mer Noire. Et en plus, quand il y a un accord sur la mer Noire, on rajoute des conditions derrière qui font que ça ne fonctionne pas. Vous qui avez négocié toute votre vie, quand on accepte de négocier, c'est qu'on est mal en point quand même. Je veux dire, Vladimir Poutine, de son point de vue, n'a pas tellement intérêt à négocier pour le moment, militairement. Ah non, pas du tout. La négociation, c'est une arme comme le reste. Ça fait partie du jeu stratégique, la négociation. Si vous considérez, c'est pas forcément une fin en soi, mais c'est un élément qui permet d'aboutir. Sinon, c'est pas possible. Oui, mais encore faut-il vouloir aboutir. C'est ça. Non, mais parlons des Russes. C'est là où moi, je suis pas d'accord avec toutes les analyses qui ont été faites sur le fait que Poutine a envie de négocier. Poutine, la négociation, c'est ce que je viens de dire. C'est une arme pour gagner du temps. Il n'a pas du tout envie que l'Ukraine gagne et surtout de céder ce qu'il considère lui appartenir et avoir acquis. On est face... Il n'y a que Trump qui ne le comprend pas. On a vu à travers les différents comptes rendus qui ont été faits, à chaque fois on nous donne le sentiment, ça y est, on avance. En fait, on n'avance pas. Des fois, on stationne, on gagne un peu de temps, mais c'est Poutine qui gagne du temps. Et on l'a vu avec les derniers tirs qu'il a fait, en particulier sur Soumy, où il n'en a rien à faire de ce qui se dit, rien à faire de son image. Il peut tuer n'importe qui, tout le monde s'en fiche. Et on vient nous parler, le général le rappelait, que nous, on ne touche pas à ces sous, parce que ça ne serait pas bien au niveau du règlement international. On marche sur la tête. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, d'ailleurs, il y a eu encore une frappe cette nuit à Dnipro, il y a eu 3 morts, dont un enfant. Mais on se rend compte là, Corinne Lepage, que effectivement, l'arme économique est sans doute l'arme qui pourrait les faire plier. Alors, je vous laisse réagir, je voudrais juste qu'on écoute le porte-parole du Kremlin, parce que lui, pour le coup, il a parlé officiellement de ce pseudo-deal avec Boeing. Écoutez. Les contacts ont eu lieu à huis clos, mais il est indéniable qu'il existe un vaste potentiel de coopération économique mutuellement bénéfique entre la Russie et les États-Unis.
Et qu'une telle coopération pourrait jouer un rôle stabilisateur majeur pour le monde entier. Voilà, c'est ce qu'on appellerait, de son point de vue en tout cas, un deal win-win. Est-ce que ça montre une faiblesse des Russes quand même? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. La Russie actuellement est en crise économique, le général le rappelait, et je rappelle que la baisse du prix du pétrole est une très mauvaise nouvelle pour les Russes, parce que c'est quand même comme ça qu'ils financent leur économie. D'un autre côté, les Américains ont un léger problème avec Boeing et la Chine. Donc ils ont des Boeing sur les bras, dont il faudrait bien faire quelque chose. Donc il y a peut-être effectivement derrière ça un deal. Mais on retrouve la critique que nous faisions tout à l'heure sur les envoyés de M. Trump. Les liens économiques entre son envoyé et M. Poutine, ils existent. Et donc je veux dire par là que qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est négocié en dessous, sur la table, sous la table, etc. C'est extrêmement difficile. Oui, c'est extrêmement difficile à dire. Mais d'ailleurs, c'est vrai que sur cette affaire de Boeing, nous on a appris hier que les Chinois donc allaient leur laisser les Boeing qu'ils étaient censés acheter. Oui. On nous parle aujourd'hui dans la presse ou même hier soir dans la presse de ce deal secret peut-être en train d'être négocié. Tout ça a été, enfin je veux dire, il y a une histoire de timing quand même là-dedans. Ce deal, on en a pas, il n'est pas sorti du chapeau hier à 22h quand les Chinois ont dit bah non finalement on fait plus. Non mais nous Européens, notamment Français, il faut qu'on soit quand même lucide sur la proposition de Vladimir Poutine. La réalité, c'est qu'il a une aviation qui est vieillissante. Ah bah oui. Et que les Russes, l'aviation russe, est ultra dépendante de Boeing et d'Airbus. Or, à partir du moment où vous gelez les relations et les avoirs de la Russie, bah, vous avez des compagnies aériennes qui sont dans l'incapacité de réparer les avions. On le voit bien sur nos propres aéroports, constamment, vous avez ils ont dû en désosser certains pour pouvoir utiliser avec les pièces, un peu comme nous avec nos hélicoptères militaires, hein, ouais. On en désosse un pour en faire voler un autre qui sert de pièce. Donc là, ils sont clairement dans une situation qui est économiquement fragile, parce que la Russie, c'est pas un tout petit pays, c'est très vaste. 2030, la flotte n'est plus capable de voler, c'est ce qu'ils ont dit à peu près dans les... Absolument, dans les papiers, donc Poutine, donc en réalité, il est là pour dire, bon regarde, il prend peut-être même Donald Trump pour quelqu'un de naïf, en lui disant je vais utiliser 100 milliards pour vous donner au fond de l'argent, je vais acheter, regardez vos Boeing, enfin ils sont construits aux États-Unis, je fais du Made in America, alors qu'il déteste les États-Unis, soyons clairs. Donc il est dans son intérêt strictement personnel. Et j'espère que les conseillers de Donald Trump ne vont pas tomber dans ce piège qui est d'un narcissisme absolu de la part de Vladimir Poutine. Il faut vraiment systématiquement, quand Poutine s'exprime, il faut décortiquer parce qu'il ne parle jamais si ce n'est pas dans l'intérêt exclusif des Russes. Donc nous avons là quelqu'un qui encore tente de manœuvrer au détriment, au mépris de la paix, d'un cessez-le-feu qui est absolument nécessaire. Pourquoi, pardon, je vous coupe, mais alors, ce que j'essaye de comprendre, pourquoi dans ce cas les Américains ne disent pas maintenant, c'est non. No way. Là, ils disent... Alors, ils n'en parlent pas officiellement, ils disent de toute façon... Ah, c'est ça la négociation. On ne discutera pas tant que... Parce que Trump a posé lui-même le débat d'entrée en disant... Aux Américains, ça a coûté 300 milliards. Ouais. Je veux 300 milliards. Et pourquoi ? Parce qu'il part du principe, et c'est normal, que c'est toujours le pays qui envahit, c'est l'agresseur qui paye la dette de la guerre. C'est comme ça. C'est dans l'histoire moderne des guerres, c'est l'envahisseur qui paye. Eh bien, Trump a mis sur la table ce chiffre. Poutine, il dit, bon, bah, moi, je te fais le 100 milliards, et puis, en gros, on fait une ardoise des 200 milliards, et tu t'assois dessus. Et en plus, je t'achète des avions, et tu me dégèles les avoirs. Vous l'avez rappelé, le chiffre, il est colossal. 280 milliards d'avoirs gelés dans le monde. Mais vous imaginez ce que c'est 280 avec ça, il refait son économie en fait. C'est un plan de relance en fait pour la Russie. Donc il ne faut surtout pas leur donner cette capacité à avoir un plan de relance. Il faut continuer à asphyxier l'économie russe tant qu'il n'y a pas de cessez de paix même. Et un traité de paix, bien sûr. Je n'aurais pas pu être négociatrice au RAID ou au GIGN. D'après ce que je comprends. Demandez au chef d'entreprise. Non, pas du tout. Au contraire. En même temps, ça tombe bien, c'est pas mon métier. Hein. Non, mais chacun son truc. Mais ça permet malgré tout de mettre le doigt sur des problèmes auxquels on n'a pas fait forcément attention parce que chaque jour amène sa peine suivante. C'est pour ça que pour Bloomberg, c'est pour ça qu'il est intéressant que ce soit Bloomberg qui sorte cette info et que ce soit maintenant.
Oui, mais je voudrais revenir sur Peskov. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a eu le rendez-vous où, manifestement, Poutine a montré ce qu'il était capable de faire. Il fait attendre Trump 1 heure. Et pendant qu'il fait attendre Trump, comme par hasard, une caméra vient avec, et on le fait fuiter, avec puisque je crois que c'est une réunion d'industriels russes, et où il dit, mais Monsieur le Président, Peskov nous a dit que vous aviez un rendez-vous. Que dit Poutine? Et il le dit assez fort pour que ça soit enregistré, parce qu'il fallait que ça soit enregistré. De toute façon, Peskov, il dit n'importe quoi. Donc Peskov est l'idiot utile. Hein. Oui, bien sûr. Donc on le fait venir là, dans le cadre... C'est un pervers narcissique, voilà, Poutine. Hein. Absolument. Et ça fait rebondir sur cette idée qu'il y a peut-être une transaction possible et qu'on pourra continuer dans les débats avec cette transaction. Et comme ils savent que Trump veut des résultats, ils pensent que peut-être ils vont avoir ce deal avec les avions.